Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir le parrain de la promotion 2012 pour les presses écrites et audiovisuelles, Monsieur Michel Drucker. Merci. Chère Marie Boselli, j'ai fait tout ça. Un jour, j'ai rencontré Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas vieux, puisque mon prochain livre a pour titre « La lumière et l'oubli ». Ça fait presque 50 ans, vous l'avez dit, que je fais ce métier, et j'ai trouvé que le moment était venu d'écrire des choses un peu profondes sur ce que j'ai vu, entendu et retenu. Et ce qui m'a inquiété dès que je suis rentré dans ce métier, j'avais même pas 20 ans, c'était la durée. Quand Zitrone m'a pris sous ses ailes, première question que je lui ai posée, où je serai dans 30 ans? J'aurai donc votre âge, monsieur Zitrone. Mon inquiétude, c'était en entrant à 20 ans dans ce métier qui était pour moi le hasard le plus total, mais qui était vraiment la bouée de sauvetage, après l'épisode qui a duré 10 ans, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui a donné un film d'ailleurs, qui paraîtra à la fin de l'année. Et Zitrone m'avait dit, ayez pour spécialité de ne pas en avoir. Devenez journaliste, et devenez journaliste jour et nuit. Et rendez-vous dans 30 ans. 30 ans après, j'étais là, à ses obsèques, et j'ai pensé à ce qu'il m'avait dit, et je me suis dit, et maintenant que tu as 50 ans, où seras-tu dans 20 ans? J'y suis. Ça fait donc presque 50 ans. Je n'ai pensé qu'à la durée. Je n'ai pensé qu'à ce métier jour et nuit, et j'y pense encore jour et nuit. Je me lève en journaliste, je m'endors en journaliste, et je rêve ma vie de journaliste. Le livre que je vais écrire en ce moment, j'en suis à la moitié, c'est La lumière et l'oubli. Comment on rentre dans ce métier? Qu'est-ce qui fait? Quel est le sang qui coule dans les veines des hommes politiques? Il ne faut pas avoir le goût du bonheur pour pouvoir faire ce métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une actrice veut devenir célèbre? Qu'est-ce qui fait que Marion Cotillard, Nathalie Baye, petite fille, rêvait avoir une robe de Dior et de monter les marches de Cannes? Qu'est-ce qui fait que Gérard Depardieu, venant de Châteauroux, frôlant la délinquance et la prison, voulait apprendre Molière? Qu'est-ce qui fait que Gérard Lanvin, qui vendait des fringues dans la région parisienne avec Coluche, a voulu devenir Lino Ventura? Qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir célèbre? Et une fois qu'on l'est, comment faut-il faire pour le rester? Quand on est journaliste, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on n'est pas journaliste à mi-temps. On est journaliste toute sa vie. Si je vous cite quelques exemples de gens célèbres, et je vous en citais d'autres, c'est parce que je les ai tous rencontrés. Et je les ai tous rencontrés, c'est la 3e génération, et je voulais les rencontrer parce que je ne lisais pas ce que je voulais savoir d'eux, y compris quand j'ai reçu les hommes politiques dans Vivement Dimanche. Parce qu'on m'avait appris qu'un journaliste doit aller chercher l'information que les autres n'ont pas. Et c'est pas sur Wikipédia, et c'est pas sur les réseaux sociaux, et c'est pas avec Internet que vous trouverez les infos les plus originales sur les gens que vous voulez interviewer. Il faut aller les chercher soi-même. Un petit exemple. Monsieur Brian, vous qui avez parlé de Xavi alors que vous êtes anglais, vous qui avez parlé de Manchester United, parce que quand j'étais reporter sportif, j'ai sillonné l'Angleterre, j'ai sillonné l'Italie, j'ai sillonné le monde, puisque j'ai commenté 5 Coupes du Monde. Et je me disais, quand j'étais reporter sportif, il faut que je trouve des infos que les autres n'ont pas. Alors je faisais le siège de la chambre de Pelé au Mexique, devant sa chambre. Je faisais le siège de Bobby Charlton et de George Best. Je faisais le siège de Bobby Moore. Je faisais le siège de tous les grands joueurs italiens, de Cassius Clay, des grands pilotes automobiles, car je voulais avoir les infos que les autres n'avaient pas. Et l'autre jour, en regardant Italie-Espagne, subitement, on m'a appris une info. J'ai dit, ça m'a rappelé mes souvenirs. Celui-là, c'est un bon journaliste. Il y a un joueur italien qui est entré en cours de match, qui avait un catogan, et subitement, le journaliste, c'était Christian Jean-Pierre, a dit, il parle bien français, car sa femme est danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
Ça, c'est une info qu'on m'avait appris à aller chercher quand j'avais 20 ans. C'est un petit exemple. Alors, me trouver ici devant vous, c'est totalement anachronique. Et si ma mère était au milieu des parents, elle disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi qui n'as pas de diplôme ?» Me faire remettre un diplôme à moi, jamais je l'aurais imaginé il y a encore 10 ans. Mais jamais. Et quand je suis rentré à la télévision, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs que je n'avais pas eu avant. J'aurais rêvé d'avoir des professeurs tels que ceux qui sont là. D'abord parce qu'ils ont beaucoup d'humour, parce qu'ils connaissent bien leur job, ça se sent. Monsieur Bidégaray pourrait très bien faire du stand-up. Il faut écrire un spectacle. Vous aussi, Brian. Hamilton. Beach. The sun is a beach. Sinon, ça fait son of a beach. Madame d'Albera, que je trouve très brillante pour une journaliste de presse écrite qui a des complexes de ne pas une bonne oratrice, a dit des choses très justes. Restez modeste, c'est un métier d'humilité. Ne regardez pas si le caractère de votre signature sera grand ou pas grand. C'est pas ça le problème. Le journaliste, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier où si on aime les autres, qu'ils soient célèbres ou pas, on rentre le soir et on en a gasiné des heures et des heures de bonheur. Mais un journaliste, et moi j'en ai fait l'expérience parce que j'ai eu 10 années où il ne s'est rien passé dans ma vie, électroencéphale plat, entre 8 ans et 18 ans. Moi, on m'envoyait chez un psy. Mon père, qui voulait absolument qu'il y ait un prix Nobel, un directeur de journal, un homme politique, il a eu un énarque, qui n'est plus là, qui a créé M6, chapeau l'artiste, un jeune médecin qui a découvert le vaccin contre l'hépatite B, le docteur Jacques Drucker, qui est la star de la famille, qui est professeur d'épidémiologie, qui était conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington, qui vient de prendre sa retraite la semaine dernière. Et au milieu, il y avait évidemment celui à qui on disait « mais c'est pas possible ». Donc mon père était tellement désespéré qu'il m'a envoyé voir une psy. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était que d'aller voir un psy dans les années 50 en Basse-Normandie. Non pas que la psychanalyse bas-normande est inférieure à celle des autres régions, mais envoyer son gosse qui a 10 ans voir un psy en Normandie, dans les années 52, c'était costaud. Hein. Bon, moi, j'étais évidemment tétanisé. Et puis, je suis rentré et le verdict était sans appel. Mon cher docteur, c'est pas la peine d'assister, inapte à tout effort intellectuel, orienté d'urgence vers une profession manuelle. Et si ça s'aggrave, l'IMP, l'Institut médico-pédagogique. Est-ce que vous imaginez? C'était un traumatisme épouvantable. J'ai écrit un livre là-dessus qui a été un best-seller et je suis monté dans le fameux train qui passait sous ma fenêtre, le train Granville-Paris de mon enfance. Vous verrez ça dans le film. Et je suis parti. Je suis donc parti à 17 ans et j'ai dit je reviendrai affronter le tribunal de la famille quand j'aurai prouvé quelque chose. Et là, j'étais assez vache. J'ai donné très peu de nouvelles pendant 3 ans et j'ai fait plein de petits boulots qui m'ont été très utiles. J'ai nettoyé les avions en Orly, j'étais photographe de plage, j'étais moniteur d'enfants délinquants, j'étais jeune visiteur de prison. Autant de choses dont j'ai très peu parlé, qui font partie de mes premières vies. Photographe de plage, ça n'a pas duré longtemps, c'était sur la plage des Sables d'Olonne en Normandie. À l'époque, vous savez, on vous faisait des photos, on vous donnait un petit ticket, puis à la fin des vacances, on venait chercher des photos souvenirs. Et moi, le problème, c'est qu'au bout de 5 jours, je photographiais toujours des couples qui n'auraient pas dû être ensemble. Dans des petits cris. J'étais donc le premier paparazzi de l'époque, sans le savoir, et les gens venaient redemander le négatif parce que le monsieur n'était pas avec sa femme, mais avec sa secrétaire. Donc j'ai été viré, mais ça a été très utile. Et tous ces petits boulots-là, je les ai faits en étant déjà un journaliste. Avec le recul, j'étais vraiment fait pour ça. J'adorais rencontrer les gens qui me racontent leur vie. Et je suis rentré donc par hasard à la télévision, sans vraiment le dire à ma famille. Et puis un soir, en fin d'après-midi, plus exactement, mon père, c'est une scène de film, hein, qui n'est pas dans le film, vous allez comprendre pourquoi, puisque mon père était en train d'examiner une dame dans la position gynécologique. Quand il a entendu, dans son cabinet, quand il a entendu ma mère au premier étage qui a hurlé en disant « Doliu », mon père s'appelait Abraham Drucker, il était roumain, et on l'appelait Doliu. Et ma mère a dit « Doliu, viens voir ». Et il a planté cette dame dans la position que vous imaginez. J'ai revu cette dame un jour.
Elle m'a dit, c'était moi la dame qui était en bas. Je suis resté assez longtemps dans cette position. Et mon père est monté. Et qu'est-ce qu'il a vu? Son fils à la télévision, présenté par Roger Coudert et Léon Zitrone. Ma mère m'a dit plus tard qu'il a fait avoir une crise cardiaque. Il était tellement tétanisé, il a fait une chose incroyable, mais incroyable, qui est impensable aujourd'hui. Il a laissé cette dame, se demander si elle allait passer la nuit là, et il a appelé les renseignements. C'est la fin du film. Et il a appelé le patron de la télévision de l'époque, qui était Raymond Marcillac, qui me l'a raconté 10 fois, 20 fois avant de mourir, il y a 3 ans. Et il lui a dit, voilà, je suis le docteur Drucker, je suis le fils du gamin que vous avez présenté hier. En plus, j'avais 19 ans, 20 ans, j'en faisais 15, quoi. Et il m'a dit, vous êtes complètement fou, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de syntaxe, il n'a pas de culture, il mange ses ongles et il court les filles. Le patron lui a dit, courir les filles, ça peut être utile pour plus tard. Et il était tellement tétanisé, le patron, d'entendre ça. Et il lui a dit, bien entendu, je vous demande de ne plus jamais le montrer à la télévision. Et quand il m'a raconté ça, c'était incroyable. Donc, moi, mon parcours a été pas facile, vous l'avez dit. Mais avec le recul, j'ai vécu là 4 des 5 décennies formidables. Je n'ai pas eu la chance, là je m'adresse à vous les élèves qui allez terminer votre cycle avec votre beau diplôme, je n'ai pas eu la chance d'avoir les professeurs que vous avez, et il ne suffit pas d'être très psychologue et d'avoir passé longtemps dans cet amphithéâtre pour savoir que ces profs sont des profs formidables, ça se voit. Ils ont un langage, ils ont un humour, ils ont une humanité. Je n'ai pas eu cette chance-là. On dit souvent qu'il y a des mauvais élèves, il y a aussi des mauvais pédagogues. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, il n'y a pas eu le déclic. Voilà, je n'ai pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a donné envie de remonter les manches. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu comme professeur, dans ce métier de journaliste, ceux qui ont inventé la télévision, pratiquement. Pierre Sabagne, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, l'équipe de 5 colonnes, Léon Zitrone, Maurice Thévenot, Claude Darget, Frédéric Potcher, plus tard, Max-Paul Fouché, Pierre Dumayet, Nicole Védresse. Vous imaginez, j'avais 20 ans, ils en avaient 40 et 50, ils avaient inventé la télé. Et Pierre Sabag et Georges Decaune. Être le stagiaire de Georges Decaune, Antoine était un petit garçon, et j'ai appris une chose, tout de suite, ils m'ont tous dit, matin, midi et soir. On se réveille avec l'actu, on déjeune avec l'actu, on s'endort avec l'actu. Mais quand je dis l'actu, je m'adresse aux futurs reporters sportifs, c'est pas l'équipe de la première à la dernière page. C'est l'actu, c'est tout. Il faut tout savoir. Tout savoir et essayer d'obtenir des gens que vous rencontrerez des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et ça m'a poursuivi toute ma carrière. Pourquoi j'ai pris des hommes politiques un jour à la télévision, le dimanche après-midi? Parce qu'un jour, j'ai rencontré Philippe Seguin, qui aimait beaucoup le football, qui était un homme politique admirable, qui est mort il y a quelques années, qui était un grand commis de l'État et un homme brillant, qui aurait rendu de grands services à la France si son cœur ne l'avait pas lâché si tôt. Et je découvre, par hasard, moi qui suis souvent dans le Sud, puisque ma région d'adoption c'est la Provence, que Philippe Seguin, quand il préparait Sciences Po, il dirigeait le ciné-club de Draguignan. Et que c'était un cinéphile incroyable. Et j'ai dit, mais il a écrit des papiers? Il me dit, oui, il était pigiste à la Provence. Je vais dans les archives de la Provence, enfin, le Provençal à l'époque, c'était encore Gaston Defferre, et je vais dans les archives, et je découvre que Philippe Seguin, fou de football, grand spécialiste du foot, il a modifié le statut des joueurs professionnels, entre autres, avant d'être président de l'Assemblée, entre autres, et je découvre qu'il est l'adjoint d'Eugène Sacomano, et qu'il a fait toute une série de papiers sur les yéyés. Je me dis, mais c'est fou ça. Et je vais aux archives, et je vois Sheila par Philippe Seguin, Petula Clark par Philippe Seguin, Sylvie Vartan par Philippe Seguin, Ringo, Sheila et Ringo, papier de Philippe Seguin. J'invite Philippe Seguin à la télévision, je lui ressors ses papiers, et j'ai invité tous les chanteurs qu'il avait interviewés. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin, et j'ai découvert plein de choses sur les politiques que je ne savais pas.
que Catherine Trottmann, ministre de la Culture, bon, elle sniffait un petit peu Angers là-bas, en buvant du thé à la menthe avec des babouches, dans les allées du Festival d'Avignon, grande époque de Jean Vilar. Catherine Trottmann. Quand je lui ai ressorti ça, elle me dit « Comment vous savez ça ?» Ben, j'ai une photo. Que j'ai découvert que Jacques Lang jouait Caligula. Il était comédien avec sa femme, Monique, au théâtre d'Avignon. Très mauvais comédien. Bon. J'ai découvert que Philippe Douste-Blazy avait fait des temps proches de la Formule 1, qu'il était un des meilleurs pilotes de Formule 2 à l'époque. Il faisait une thèse sur les problèmes cardiaques. J'appelle Alain Prost, il me dit le petit Douste-Blazy, c'est un des plus rapides sur le circuit. Je ne savais pas tout ça. J'ai découvert que Madelin fait de la magie. J'ai découvert que Balladur ne voulait surtout pas qu'on lui parle de son enfance pour plein de raisons. Et j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai fait une émission également avec DSK, mais il ne m'avait pas tout dit. Et ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Et tout ce qu'on m'a appris quand j'avais 20 ans, j'utilise tous les jours. Tous les jours. Hier, dans mon émission Europe 1, je recevais Christophe Lambert pour un film sur l'univers des chevaux avec Claude Brasseur. Je l'ai connu, il jouait le bar du téléphone dans une autre vie. Et la petite Marceau n'était même pas encore dans la boum. Et je découvre, j'avais l'impression de tout connaître sur lui. Et la jeune journaliste sortie d'une école comme vous, qui travaille pour moi, qui fait partie du staff, qui travaille pour moi Europe 1, me fait un dossier sur Lambert. Et il manque une chose. Moi, j'aime toujours savoir d'où viennent les gens. J'aime toujours savoir qui sont les parents. Et toutes les stars que j'ai reçues, j'ai toujours voulu déjeuner avec leurs parents. Et quand je déjeunais avec les parents de Gérard Jugnot, quand j'ai connu la maman de Gérard Depardieu, quand j'ai connu la maman de Julien Clerc, quand j'ai connu la maman de Johnny Hallyday, j'en ai appris beaucoup plus sur leur fils. Et je fais toujours ça. C'est-à-dire, ça fait beaucoup marrer les gens du métier. Dès que j'arrive, les gens disent « J'ai le téléphone de ma mère ». Des nouveaux comédiens, car je veux absolument les connaître. Un exemple. Donc Christophe Lambert, et je vois, né aux États-Unis, grandi en Suisse, que je savais, et son père, haut fonctionnaire à l'ONU, et rien sur sa mère. Je dis à l'assistante, sa mère, t'as rien sur sa mère. Ah oui, c'est vrai, c'est pas grave, je lui demandais en direct. Et sa mère était violoniste. C'est pas un détail, sa mère violoniste. Amanda Stier, son père psy, sa mère psy, c'est pas un détail. Le père de Depardieu, qui a été joué dans Jean Carmé dans Germinal, c'était vraiment un héros de Zola. Bon. Et si on ne sait pas que le père de Depardieu était alcoolique au dernier degré, illettré, à l'époque où les Américains étaient à Châteauroux dans les bases de l'OTAN et où Gérard faisait de la contrebande de cigarettes pieds nus en parlant comme dans la guerre du feu avec des onomatopées parce qu'il savait à peine parler, on ne peut pas comprendre. Et on mesure le parcours incroyable de Depardieu, qui a appris phonétiquement Molière avant de le comprendre. Bon. Donc toutes ces choses-là, c'est pas sur Internet que vous l'apprendrez. C'est pas sur Wikipédia que vous l'attendrez. Il faut se lever avec une curiosité quotidienne, mais de tous les jours. Il faut que l'interview, que l'échange soit quelque chose qui soit comme les abdominaux tous les matins. Il faut parler aux gens, les interroger, les interviewer et surtout devenir polyvalent. Pour devenir polyvalent, il faut voir le film de l'acteur que vous rencontrez. Plus tard, si vous rencontrez un acteur, si vous n'avez pas vu votre film, à la deuxième question, il va le savoir. Si un écrivain n'avait pas lu au moins 100 pages de son livre, avec une bonne fiche de lecture, savoir ce qu'il y a dedans, à la deuxième question. François Truffaut, qui était un ami à moi, était un metteur en scène ô combien important, c'est pour lui que j'ai appelé en hommage à Truffaut Vivement Dimanche, au film avec Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant. Il me disait, à la deuxième question, je sais si un journaliste sait de quoi il parle ou pas. Il faut tout lire, il faut tout savoir. On ne peut pas se lever le matin sans se précipiter sur la radio, sans se précipiter sur le journal, sans avoir des oreilles ouvertes en permanence. Moi, j'étais le stagiaire, l'assistant pendant 3 ans de François Chalais. François Chalais, certains s'en souviennent évidemment, le plus grand intervieweur des stars de cinéma. Ses reflets de Cannes sont dans toutes les mémoires. Et Chalais, qui avait sillonné le monde, Sophia Loren, Jane Fonda et Bardot ne voulaient interviewer
que par lui. Il a interviewé le monde entier et il a fait un livre qui s'appelle Les chocolats de l'Entracte. Et en exergue, il a mis pour un journaliste la malchance est une faute professionnelle. C'est-à-dire que c'est un métier de 24 ans sur 24. C'est une vie. Moi, je n'ai pas pris de vacances pendant 20 ans, tellement j'étais fou de ce métier. Quand j'ai reçu ma carte de journaliste, quand je vois le numéro de votre carte, madame, je me dis, mon Dieu, je vais être très vieux. Et j'étais tellement content. Et un journaliste, il n'y a pas de petit journaliste, il n'y a pas de grand journaliste. Et je ne dis pas ça parce que je suis en province et que je suis un lecteur de Nice Matin depuis toujours. Mais je lis également Ouest France, Nord Éclair et le Presse Océan tous les jours. C'est-à-dire que les journalistes, souvent de la PQR, de la presse écrite de province, sont bien meilleurs que les journalistes parisiens. Ils travaillent plus passionnés, moins blasés. Quand vous demandez à un acteur qui fait le tour de France pour présenter son film, il vous dira « je n'ai jamais été interviewé comme je suis interviewé en province ». Qu'un journaliste parisien se la pète un peu. Bon, ça pète un peu, voilà. Bon. Enfin, il faut quand même relativiser les choses. Hein. Le tirage de Libération, qui fait rêver tous les gens de ce métier, le tirage national de Libération, c'est le tirage de Ouest France intramuros à Rennes. Ça fait réfléchir. Bon. 850 000 exemplaires pour Ouest France et à peine 100 000 pour Libération. Si je vous dis ça, parce que moi je suis de province, je suis un homme de la campagne, mon père était petit médecin de campagne en Basse-Normandie, et je suis arrivé à Paris par hasard, enfin, en tout cas c'était à Paris que ça se jouait. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce milieu parisien, je n'ai jamais été à l'aise dans ce milieu microscopique, je ne fréquente pas les gens du métier du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des gens. Je peux vous dire qu'avec l'emploi du temps qui est le mien, avec ce que je fais aujourd'hui, en général, on n'a pas le temps de venir à Nice passer une journée pour vous saluer, mais j'y tenais parce que ça m'intéresse, parce que ça fait partie de ma vie, parce que les téléspectateurs qui m'ont sauvé la vie en ayant la gentillesse de regarder mes émissions au début et de continuer à la regarder maintenant, c'est là où ils sont. Et mon père qui... Quand il rentrait dans les fermes pour des accouchements et que j'étais déjà à la télévision, il me téléphonait en disant « Tu sais, je suis rentré dans une ferme où je suis à la maternité, il y a une dame, alors mes parents qui étaient très loin de ce milieu, qui ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi j'interviewais Mireille Mathieu alors que Chancel interviewait Yehudi Menuhin ou Ali Rubinstein. Et mon père disait toujours « Je suis allé à la campagne, j'ai mis au monde un petit garçon et la dame voudrait une photo de toi avec une signature. » Et il ajoutait « Je ne comprends pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. » Je dis « Écoute, je suis désolé maman ou papa, Victor Hugo est mort, sinon je t'enverrai une signature de Victor Hugo. » Et 3 jours après, il me disait « J'ai vu madame, elle a toujours pas reçu ta photo. » Et j'avais déjà 40 ans. Et je dis « Papa, tu me l'as demandé lundi. » « Oui, mais on est mercredi. » Donc j'ai des parents, moi, qui m'ont élevé d'une façon très particulière, qui n'avaient rien à voir avec ce métier. Mon père venait d'Europe centrale, ma mère d'Autriche. Mon père n'aimait que la musique classique, ma mère aussi. Les idoles de mes parents, c'était Mendes France, c'était Jean Vilar, c'était Chancel, c'était Max-Paul Fouché. Et quand ma mère me téléphonait certains soirs en disant « Est-ce que tu as regardé Chancel hier soir ?» Je dis « Non, maman. » « Eh bien, t'aurais dû, parce qu'il avait Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein et Pavarotti. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu avais? Mireille Mathieu. » Je dis « Maman, je te signale que j'avais effectivement Mireille Mathieu, mais que j'étais à la même heure. »« Ah bon, c'était hier soir aussi ton émission? C'était bien? » Vous imaginez ce que c'est. Donc moi, j'ai été élevé dans un milieu où on ne se la pète pas. Bon. Quand je parlais à mes parents d'Hervé Villard, mes parents me demandaient s'il avait un rapport avec Jean Villard. Quand je présentais François Valéry, il me disait « Ce chanteur qui a des cheveux jaunes, il a un rapport avec Paul ?» Je dis « Non, maman. » Et Carole Rousseau n'est pas la petite fille de Jean-Jacques. Donc moi, je peux vous dire, quand vous dites tout à l'heure qu'il ne faut pas faire ce métier pour que son nom soit important, il faut rester modeste. Et parce que, bon... Et moi, j'ai appris ça dans mon métier très très tôt avec des parents qui étaient une année-lumière. Mais, au fil des années, eh bien finalement, ce qui a le plus épaté mon père, c'est quand il a vu mes papiers, car il m'arrive de faire des papiers dans la presse écrite, et quand il a vu un jour que je recevais Jean Daniel que vous avez reçu ici, le Nouvel Observateur. Ma mère est en admiration de Jean Daniel, vous imaginez. Elle collectionnait ses éditos. Elle risquait pas de collectionner les télé 7 jours avec moi. Hein, bon. Et bien, mes parents,
qui ne sont plus là. Mon père est mort en 83, ma mère en 96. Ce qui les a le plus épatés, c'est mon travail de journaliste, pas d'animateur de divertissement. Ma mère, quand elle m'a quitté, j'allais commencer vivement dimanche, savoir que j'avais sur mon canapé des hommes politiques, des écrivains, François Giroud, Simone Veil, Yves Coppens, des gens de tous les milieux, c'est ce qui l'épatait le plus. Un jour, elle lit dans l'Observateur, sa Bible, « Tu reçois Simone de Beauvoir ?» « Oui, maman. » « Mais qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Ben, j'ai dit, je vais lire Simone de Beauvoir, maman. Tu la reçois quand? Ben, je la reçois dans un mois. Ben, je vais lire tout en un mois. Tout. Je vais commencer. Cette nuit, je commente La mémoire de jeune fille rangée. Et puis, comme on va parler de Sartre, je vais lire tout Sartre en 6 mois. Donc, mes parents, c'est ça qui les intéressait. C'est le rapport avec des gens qui vous tirent vers le haut. Et mon travail de journaliste, c'est ce qui a le plus impressionné, entre guillemets, mes parents. Pas que j'interviewe Sardou, ni Hallyday, ni Julio Iglesias, ni que j'interviewe pour la énième fois Céline Dion pour savoir comment vont ses ovaires. Bon, ça, c'est pas ça qui aurait plu. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour ça, pour devenir, entre guillemets, un journaliste potable. Et mon plus grand bonheur, c'est quand certains magazines, ça m'arrive de le faire dans Match, qui m'ont demandé l'autre jour de rendre hommage à Thierry Roland, on va en dire un mot tout à l'heure, ou à Stone Chardin, ou à Jean Ferrat, qui sont des gens que j'ai bien connus, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et comme j'ai rien fait entre 8 et 18 ans, eh bien 40 ans après, je continue, moi, à travailler comme vous. Et je vais vous dire quelque chose. Si j'avais, et je sais pas du tout de la démagogie, je vous dis pas ça comme ça, pour vous faire plaisir, ni pour faire plaisir à ceux qui dirigent cette belle école, si j'avais, moi, quelques mois de libre, je viendrais avec vous suivre les cours. Ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de voir comment on enseigne le web. Le petit film m'a donné envie. Comment vous enseignez la presse écrite? Comment vous enseignez l'audiovisuel, qui est mon métier? Ça m'intéresserait beaucoup, parce qu'au fil des années, mon vrai bonheur, c'est de transmettre mon savoir. C'est pour ça que j'ai tendu la main à tant de jeunes et que je vais continuer. C'est pour ça que je suis allé voir dans un cabaret Nicolas Canteloup un jour, qui m'a imité Zidane et Didier Deschamps. J'ai dit, viens par là, et j'ai tout fait pour que devienne une vedette. C'est pour ça qu'un jour, j'ai rencontré dans un cabaret de Lyon Laurent Gérard, il m'a fait tellement rire. J'ai dit, viens à Paris. J'ai fait la même chose avec Anne Roumanoff, qui était l'élève de mon frère, qui a fait Sciences Po. Vous voyez que ça mène à tout. Et tous les jeunes, que ce soit Madignan, tous ceux que vous voyez autour de moi, mais il y en a également beaucoup qui sont des jeunes journalistes. Je remarque, chère Marie Boselli, que votre fille, je l'ai croisée à la rédaction d'Europe 1, elle avait fait un stage. Donc moi, mon vrai bonheur à moi, c'est de transmettre ce qu'on m'a appris, me transmettre la passion sur ce métier, en vous disant, et j'en aurais terminé parce que je pourrais vous parler pendant des heures de mes souvenirs avec des gens célèbres ou pas, c'est que ce métier, on ne le fait pas à moitié. Être journaliste, c'est un vrai job, à temps plein. C'est jour et nuit. L'actualité ne s'arrête jamais. On vous l'a dit tout à l'heure, ce métier ne s'arrête jamais. Ne coupez pas en vacances. Moi, je vais prendre des vacances la semaine prochaine. Sur mon vélo, j'ai la radio. Et je pouvais lire tous les flashs sur mon guidon, mais je terminerai à l'hosto, je le ferai. Je ne vis que pour ça. Dans l'avion tout à l'heure, j'avais passé de temps. J'ai tout lu. Tout. J'ai lu toute l'équipe de A à Z, j'ai lu le Figaro Magazine de A à Z, j'ai lu le Parisien, et je lisais encore quand l'hôtesse me disait « Il faut sortir, monsieur Drucker, l'avion est vide depuis 10 minutes ». Tout le monde était parti, j'étais encore plongé dans un journal, et c'était dit ce matin, et je lisais un papier sur le mariage d'Hugo Loris. Donc, ça ne s'arrête jamais. Si vous voulez faire ce métier, il faut penser qu'à ça. Et, alors là, je vais peut-être vous faire grincer les dents, mais même, il faut penser à ça avant votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez prendre des vacances, si vous voulez être célèbre, si vous voulez réussir votre vie différemment, soit, mais vous ne pourrez pas faire les deux. On ne peut pas faire ce métier de journaliste si on n'a pas à ses côtés une épouse qui le comprend et un entourage qui le comprend. Moi, j'ai une femme, je suis un extraterrestre dans ce métier, comme je n'aime que la durée. J'aime les santé qui durent, j'aime les amitiés qui durent, j'aime les amours qui durent et j'aime les carrières qui durent. Donc je suis un vrai marathonien.
Encore faut-il avoir à ses côtés des gens qui le comprennent. Moi, j'ai une femme qui me voit partir à 7 h du matin, qui me voit rentrer à 10 h du soir, qui me voit manger sur le pouce. Je m'allonge sur mon lit et je regarde un film ou un téléfilm, car j'ai les acteurs interviewés le lendemain, et je ne veux pas me faire prendre en défaut de ne pas avoir vu leur téléfilm. Donc je me couche à 2 h du matin, je me lève à 7 h, ce qui ne m'empêche pas de faire 80 km en vélo le week-end, de faire 3 heures de natation, d'avoir un coach, de ne pas fumer, de ne pas boire, et comme je suis un hypochondriaque, d'avoir 3 médecins et 2 psys qui me suivent à longueur d'année. Donc je suis le malade imaginaire, j'ai toujours mal quelque part, et je n'ai jamais été malade, et j'ai une très très grande puissance de travail. Et j'en aurais terminé en vous disant ceci. Vous avez choisi le plus beau métier du monde. Mais ça demande une discipline terrible. Ça demande une discipline. On ne peut pas faire de la radio si on ne fait pas attention à sa voix. On ne peut pas faire une carrière audiovisuelle si on s'est couché à 5 plombes du matin, ou alors il faut récupérer. Moi j'ai de la chance, je ne fais que la télévision une fois par semaine. Et à la radio, c'est tous les jours. Mais la radio, on peut être fatigué. Si la voix est bonne, il n'y a pas de problème. Donc, n'entamez jamais le seul capital qu'il ne faut pas entamer, c'est la santé. Vous ne picolez pas, vous ne fumez pas, vous n'aimez qu'une seule femme, vous dormez, vous protégez vos yeux, vous lisez tout, vous lisez des livres, vous lisez tout ce qui sort. Il faut que vous tombiez de fatigue parce que vous avez mal aux yeux, mal à la tête, mais ça repart. La fatigue de la passion n'est pas la fatigue du chômage. En tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très fier, très honoré de vous remettre ce diplôme. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous passez par Paris, je serais évidemment ravi de vous accueillir dans les coulisses de mes émissions, que ce soit à la radio et surtout à la télévision. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que c'est très soutenu, mais je serais ravi. Je vous le dis, mon vrai bonheur à moi aujourd'hui, moi ma carrière elle est faite, ce qui m'arrive est miraculeux, je ne devrais plus être là. Dans 2 ans, ça fait 50 ans de télévision, vous imaginez? On m'aurait dû me zapper depuis longtemps. Mais il paraît que j'ai encore quelques belles semaines devant moi. C'est ce que me disent certains téléspectateurs et surtout mon cardiologue. Donc, si vous venez me voir, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer ce qui est le plus intéressant pour vous. Et je vous félicite, vous avez bien de la chance. Moi, je n'ai pas connu cette école.